Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite et la fin de ce grand chapitre sur la mondialisation, puisque nous avons parlé la dernière fois des oubliés de la mondialisation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux critiques. Critiques négatives dans un premier temps, mais nous verrons qu'elles devront malgré tout être relativisées, puisque la mondialisation peut aussi présenter du bon. Première critique que l'on peut formuler, c'est l'accroissement des inégalités. Et à deux échelles, la première entre le nord et le sud, la deuxième à l'intérieur des pays. En effet, la mondialisation a permis le décollage de certains pays. Les pays riches se sont enrichis, les pays émergents se sont développés, l'image du Brésil, de la Chine par exemple, mais les pays pauvres ont encore beaucoup de peine à s'insérer sur ce réseau mondial, sont encore très souvent exclus, exploités pour leurs ressources par exemple. Et de la même manière, comme on voit ici les États-Unis dominer le monde de manière assez révoltante, même si c'est bien évidemment à relativiser puisqu'il s'agit d'une caricature, et parce que la position des États-Unis est aussi actuellement en train d'évoluer, de changer, parce que la Chine pèse de plus en plus, parce que le Covid-19, d'une certaine manière, a aussi permis à la Chine de prendre la place que les États-Unis laissent vacante en participant à l'aide internationale, alors que les États-Unis ont préféré actuellement plutôt se replier sur eux-mêmes, se refermer, et donc abandonner d'une certaine manière le rôle de leader qu'ils avaient jusqu'à présent. Ça ne signifie pas que les États-Unis soient passés derrière, mais la situation a tendance à évoluer avec le temps. Donc, tant au niveau des inégalités nord-sud qu'au niveau des inégalités à l'intérieur du pays, vous le voyez ici, les pays pauvres ont aussi le droit de voir leurs riches devenir plus riches. C'est ce qui se passe dans les pays pauvres, mais c'est ce qui se passe aussi dans les pays riches. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une croissance des écarts en termes de groupes sociaux, les plus riches qui deviennent encore plus riches, les plus pauvres qui deviennent encore plus pauvres. Globalement, les plus pauvres s'enrichissent malgré tout, mais souvent la classe moyenne a tendance à stagner et l'écart à se creuser. Ce que vous voyez également sur cette caricature, je n'arrive plus à savoir si c'est dans les rues de New York, Rio, Bombay ou Pékin que nous sommes croisés. La pauvreté se généralise dans tous les pays, même les plus riches. Donc, des écarts qui croissent entre pays, mais aussi à l'intérieur des pays. Deuxième conséquence, deuxième critique qu'on peut formuler, c'est la déréglementation des économies nationales. Ce qu'on avait déjà évoqué, notamment avec la crise des subprimes, donc vous avez ici la caricature. Ce qui se passe, c'est tout simplement que l'État a de moins en moins d'impact, d'emprise, de contrôle sur les entreprises, sur les marchés financiers, boursiers. Il y a de moins en moins de transparence. Et donc, un système qui est de plus en plus fragile, de plus en plus instable. La crise est beaucoup plus facile puisque le contrôle est moindre. Avant, lorsque l'État imposait des règles assez strictes, les milieux économiques pouvaient difficilement dévier. La production de richesse était moindre, mais la stabilité était garantie. Aujourd'hui, on produit beaucoup plus de richesse, notamment grâce aux bourses, mais on a aussi beaucoup plus de fragilité. Et les crises économiques peuvent entraîner la faillite de certaines grandes entreprises qu'on ne voyait pas s'effondrer, à l'image de Lehman Brothers par exemple, ou d'UBS qui ne s'est pas effondré parce que la Confédération l'a sauvé, mais qui aurait très bien pu le faire. Ainsi, la perte de contrôle entraîne une fragilisation de notre économie. Autre critique, la libéralisation des échanges, qui a du bon bien évidemment, puisqu'elle permet à certains pays de commercer sans limite, sans frontières, beaucoup plus facilement, entre les pays d'Europe, avec les accords qu'on avait vus au sein de l'Union européenne, avec l'ALENA par exemple, avec le Mercosur. Mais ça crée aussi des inégalités avec tous ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer dans ce réseau mondial. La libéralisation des échanges favorise les pays qui ont quelque chose à exporter, mais défavorise, pénalise plutôt, ceux qui ont de la peine justement déjà à s'insérer dans le réseau mondial. À l'image des pays pauvres, cette caricature en témoigne. On avait déjà vu une caricature semblable lorsqu'on avait parlé justement des inégalités nord-sud, avec d'un côté les pays les plus puissants, l'acronyme IS qui symbolise justement ces grands États, États-Unis, Europe, Chine, Japon, et de l'autre côté l'Afrique qui, même si elle est soutenue par le FMI, la Banque mondiale, reste très souvent faible en termes d'échanges économiques. Autre problème, l'hégémonie des grandes entreprises multinationales. C'est ce qu'on avait vu quand on avait parlé justement de multinationales à travers le lobbying, le fait que certaines entreprises profitent de leur situation, de leur pouvoir pour influencer des politiques, pour payer des campagnes, pour organiser des meetings,
pour soudoyer d'une certaine manière des politiciens et s'assurer que leurs projets, leurs intérêts soient défendus. Ça a des impacts sur les décisions politiques, ça a aussi des impacts sur l'imposition de certaines normes, sur le non-respect ou le respect de certains droits, notamment droits humains. C'est ce qu'on voit ici avec McDonald's, et ici le but c'est pas de pointer McDonald's du doigt, mais de mettre en évidence le fait que certaines multinationales ont un pouvoir tel aujourd'hui qu'il est difficilement contestable, et c'est assez paradoxal justement de voir certaines entreprises qui jouent sur la surconsommation, comme McDonald's, alors qu'à l'inverse, dans certaines parties du monde, on a encore des populations qui meurent de faim. C'est aussi ce que vous voyez ici, avec cette réécriture finalement du conte enfantin. Les multinationales firent d'énormes profits et exploitèrent beaucoup d'enfants. Ça se passe encore dans certains États, des multinationales qui exploitent des enfants, qui exploitent des travailleurs dans des horaires qui ne sont pas acceptables chez nous, pour des salaires qui ne sont pas acceptables chez nous, mais qui sont totalement justifiables dans ces régions-là. Autre élément, la normalisation des rapports humains et la disparition des particularités. On avait déjà parlé lorsqu'on avait abordé la question de la géopolitique et de l'identité. Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, l'identité est remise en question. Ça ne signifie pas qu'elle disparaisse. On l'avait vu, on a toujours des symboles qui participent au maintien de l'identité ou au renouvellement de l'identité. En Suisse, par exemple, le cervin, d'un point de vue physique, ou le laveau, sont des caractéristiques de notre pays, font que l'on se sent suisse. De la même manière, Roger Federer, la Nati, sont des symboles qui permettent de réactualiser cette identité déjà bien présente depuis Guillaume Tell, depuis le serment du Grutli, depuis toute cette tradition historique et culturelle. Donc l'identité perdure, mais malgré tout, on a une uniformisation progressive qui se fait en termes notamment de mode de pensée. Cette caricature de Mix et Remix en témoigne assez bien. C'est terrible, tout le monde finit par penser comme tout le monde. Figurez-vous que je pense exactement comme vous. Aujourd'hui, est-ce que un Suisse pense comme un Suisse ou est-ce qu'il pense comme un Occidental? Est-ce que le mode de pensée est si différent finalement entre la Suisse, la France ou les États-Unis? On diverge certainement sur certains aspects, mais il y a aussi pas mal de points communs. C'est aussi ce qu'on retrouve d'ailleurs sur cette autre image, celle du chat. Il y a un proverbe alsacien qui dit « Lorsque tu mets trop de choucroute sur la jonque, sonde avec soin le fond de la rizière avec ton bâton. » Et moi je dis que la mondialisation atteint ses limites lorsqu'on commence à sous-traiter ces proverbes en Asie. C'est bel et bien le problème. À partir du moment où finalement les échanges se multiplient, on perd une partie de notre identité. À ça s'ajoute bien évidemment un autre élément qu'on avait déjà abordé, la question de l'émergence d'un standard culturel. L'américanisation du monde dont on a déjà parlé, cette émergence d'une supraculture. Ça ne signifie pas, encore une fois, que la culture suisse, par exemple, soit éradiquée, mais force est de constater, et c'est ce que vous observez ici, par exemple avec ces graphiques pour McDonald's, les grandes multinationales, les grandes entreprises, les grands domaines culturels, littéraires, philosophiques, ont tendance à influencer le monde. Ce qui se fait aux États-Unis aujourd'hui influence le monde entier. On a l'émergence d'un standard qui n'est pas nôtre, mais qu'on adopte. McDonald's est aujourd'hui présent dans un très grand nombre de pays et influence notre manière de vivre, de consommer, de manger. Même chose, vous le voyez ici sur cette caricature, pardon. Disney, Microsoft, Coca-Cola, tout ça participe aussi, d'une manière ou d'une autre, à la redéfinition de notre mode de vie, de nos modes de pensée. C'est une guerre, mais une guerre culturelle, une guerre sociale qui se joue, et pas une guerre militaire. C'est aussi ce que l'on voit sur cette caricature. Ne touchez pas à notre identité nationale, ça c'est paradoxal justement de vouloir défendre ce qui fait qu'on est nous, par opposition à tout ce qui vient de l'extérieur, au voile par exemple, aux mosquées, tout en sachant que notre identité a déjà passablement évolué. Aujourd'hui, on regarde des séries ou des films américains, on mange américain, on s'habille américain, on écoute de la musique américaine. Pas tous et pas uniquement, mais force est de constater que c'est le cas, dans une certaine mesure. Autre élément, dernière critique qu'on peut formuler à l'encontre de la mondialisation, cette idée d'atteinte à l'environnement et cette idée de réchauffement climatique. Peut-être la critique la plus forte, la plus évidente, puisque c'est aussi la plus actuelle. Consommer aujourd'hui, ça a des conséquences. Acheter un t-shirt dont le coton a été
ramassés aux États-Unis avant d'être exportés en Chine pour être tissés, puis colorés, réexportés aux États-Unis pour être imprimés. Et enfin, après avoir retraversé l'Atlantique, arrivé sur nos marchés européens, ça a un coût écologique, ça a un coût environnemental. Ça pollue. Ça paraît évident et pourtant, c'est le principe même de la mondialisation. Acheter à l'autre bout du monde à des prix extrêmement faibles, ça se fait non pas sans conséquence. Ça a un impact sur notre environnement. C'est quelque chose qui est assez difficile à concevoir ou à accepter, puisque souvent on a tendance à penser que renoncer à tout cela, et c'est un peu ce dont témoigne cette caricature, c'est revenir en arrière, vivre dans une grotte. Les gens ne réalisent pas les conséquences à court terme du fait de sauver la planète. Bien évidemment, ça remet en cause notre façon de vivre, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on soit obligé de régresser, juste de s'adapter. Et c'est d'autant plus problématique que certains pays, certains États refusent justement cette évolution. Trump, par exemple, en se retirant, ou disons les États-Unis de manière générale, Trump n'est pas le seul responsable dans cette histoire, en ne signant jamais le protocole de Kyoto, en se retirant de la COP21 par exemple, refuse de s'impliquer dans ce phénomène, de trouver des solutions à cette pollution croissante qui est liée à la mondialisation. Et c'est difficile, à notre échelle, de se dire, si nous, on fait quelque chose et que les États-Unis ne font rien, à quoi bon? Et pourtant, chaque élément, chaque chose a quelque chose, un rôle à jouer, d'une certaine manière. C'est aussi difficile parce que on n'est pas seul. Et aujourd'hui, de plus en plus de pays se développent, de plus en plus de pays émergent. Et ça paraît absurde de dire à ces pays, vous avez le droit de vous développer, mais pas de vivre comme nous. Notre mode de vie, c'est un mode de vie privilégié. Il faut en avoir conscience. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas refuser à des Chinois, à des Indiens, de vivre comme des Européens. Sauf que si tout le monde vit comme des Européens ou comme des Américains, le monde ne suffira pas. Donc c'est problématique parce que ça concerne énormément de monde et qu'on n'est pas tous égaux par rapport à tout ça. Enfin, c'est problématique parce que il peut y avoir des écarts qui se créent entre certaines couches de la société, en certains groupes sociaux. Cette caricature en témoigne relativement bien. Les jeunes qui descendent dans la rue pour militer contre le réchauffement climatique. Et le discours de plus anciens, de plus vieux, qui disent « tu verras quand tu seras adulte, tu ne comprendras plus ». On n'a pas la même perspective, pas le même point de vue. Ça ne signifie pas que toutes les personnes âgées ou que toutes les personnes adultes soient opposées à la lutte contre le réchauffement climatique et que tous les jeunes défendent à tout prix cette lutte. On a des gens de tout âge qui défendent toute cause. On a des politiciens qui sont élus, qui ont tout à fait conscience de ce problème. On a d'autres qui n'en ont pas conscience. C'est peut-être aussi le problème avec Trump, de considérer que le jour où le réchauffement climatique se fera ressentir véritablement au niveau américain, avec des impacts forts sur la population, on en a déjà, mais plus fort encore. Lui ne sera peut-être plus là, ou en tout cas pas concerné parce qu'il sera suffisamment riche, suffisamment à l'abri pour ne pas avoir à s'en inquiéter. Ça peut aussi concerner certains de nos politiciens. Et de la même manière, on peut avoir certains jeunes qui ne se soucient absolument pas de ce problème. Mais toujours est-il qu'un écart existe et qu'il est parfois difficile de faire entendre sa voix face à des problèmes qui ne sont pas perçus de la même manière par toutes les couches sociales. Voilà. Ce qu'on peut constater finalement, si on résume tout ça, et c'est ce que fait très bien cette vidéo, si elle vous intéresse, je vous en transmettrai le lien, c'est que des inégalités apparaissent entre les États d'une certaine manière, à l'intérieur des États surtout, notamment au niveau des classes sociales. Et dans cette vidéo d'ailleurs, il y a un graphique assez intéressant, graphique de l'éléphant, qui montre que les plus pauvres ont tendance à voir leur situation s'améliorer, que les classes moyennes des pays émergents sont beaucoup enrichies, que les très riches sont beaucoup enrichis, mais que les classes moyennes des pays riches ont vu leur situation stagner. Et c'est là que l'écart se creuse majoritairement. Ça explique aussi, ça revient, disons, d'une certaine manière, sur les causes qu'on a déjà évoquées ensemble. Donc ça permet de résumer la situation. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pas la vidéo à proprement parler, c'est plutôt la nuance qu'on peut apporter. La mondialisation peut aussi avoir du bon. Des améliorations sont possibles. Il faut en avoir conscience. La mondialisation actuelle, telle qu'elle est, pose des problèmes. Elle présente d'énormes avantages en termes de connexion, en termes de diffusion, mais elle présente aussi beaucoup de problèmes en termes d'inégalité, par exemple. Donc, on peut améliorer la situation. Il ne faut pas forcément dire que la mondialisation est mauvaise et qu'on doit tout rejeter.
des changements peuvent être effectués. D'autant plus que le développement du Sud dépend en partie de la mondialisation. Pas uniquement, on est bien d'accord, mais la mondialisation permettra à certains pays, notamment africains, de s'en sortir, de faire face, de se développer. Et ça, c'est source d'espoir. Dernier élément, la mondialisation permet aussi l'harmonisation des outils. Alors encore une fois, perte d'identité, uniformisation, on est bien d'accord, mais ça permet aussi, d'un point de vue économique, politique, scientifique, culturel, de faire d'énormes progrès, de favoriser les échanges. Échanges en termes de connaissances, échanges technologiques, échanges de richesses. Et tout ça participe aussi à la mixité, à la richesse culturelle de notre monde. Donc la mondialisation, effectivement, soulève un certain nombre de problèmes, doit être critiquée. Il faut être conscient que le système n'est pas parfait, mais la mondialisation permet aussi certaines belles choses dont il faut avoir conscience. Donc tout n'est pas acheté, peut-être convient-il seulement de redéfinir un petit peu le système, de trouver des solutions. Voilà, nous arrêtons ici pour ce grand chapitre qu'était la mondialisation. À partir de la prochaine fois, nous parlerons des grandes puissances, nous intéresserons aux grandes puissances et notamment à l'Union européenne. D'ici là, je reste comme toujours à disposition pour vos questions si vous en avez et je vous souhaite une excellente semaine.